Bien, merci Pierre-Louis pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler dans ce séminaire. Beaucoup d'entre nous y ont des souvenirs enthousiasmants, donc c'est toujours un plaisir d'être ici. Alors, voilà, donc je vais commencer par quelques rappels. Et en particulier, je voudrais commencer par évoquer un travail de Neunzert et Wick sur la dérivation de l'équation de Vlasov. Alors, avec des forces d'interaction Lipschitz continues. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas parler de forces d'interaction singulières. Hein. On va se contenter de travailler avec des forces d'interaction qui sont régulières, donc des forces d'interaction qui sont Lipschitz continues. Et dans le cadre de la mécanique classique, ce qu'avait proposé Neunzert et Wick au début des années 70, c'était de dériver ou de justifier l'équation de Vlasov avec le potentiel, force d'interaction self-consistante, à partir du problème à n corps de la mécanique classique, dans la limite où n tend vers l'infini, le nombre de particules est grand, et où la constante de couplage devant le potentiel est petite et typiquement en 1 sur n. Donc il y a des résultats de Neunzert et Wick, qui est plutôt un programme d'ailleurs qu'un résultat. Neunzert et Wick s'intéressaient à des questions de méthodes particulières pour de l'analyse numérique. Et puis après, il y a un travail de Brown et Hebb qui ont vraiment fourni une démonstration par une méthode, je dirais, de compacité. Et puis en 79, il y a un résultat de Dobrushin qui est un résultat plus quantitatif, qui lui fournit une estimation de la distance entre la solution du problème à n corps, ou au moins sa première marginale, et la solution de l'équation de Vlasov. Alors, la question que je voudrais regarder aujourd'hui, c'est de savoir s'il est possible de faire la même chose, disons de dériver l'équation de Vlasov, à partir du problème à n corps quantique, en faisant à la fois une limite semi-classique, c'est-à-dire pour laquelle h bar tend vers 0, hein, et puis la limite de champ moyen habituelle, où le nombre de particules tend vers l'infini. Alors, évidemment, cette question, a priori, n'est pas complètement triviale, parce que si vous regardez l'estimation de Dobrushin dans son papier de 1979, pour plusieurs raisons. D'abord, elle n'est pas uniforme en h-bar. Il n'est pas tout à fait imaginable, pour plusieurs raisons que je vais évoquer, de la faire rentrer dans le cadre quantique. Et puis, d'autre part, les limites de champ moyen quantique que l'on connaît sont obtenues par des démonstrations qui ne sont pas de même nature que la démonstration de Dobrushin. Voilà, donc ce problème-là se pose de manière naturelle, et alors il y a des résultats partiels sur la question qui ont été obtenus par Pulvirinti, Graffi Martinez en 2003, et puis plus récemment un résultat partiel avec Federica Pezzotti, qui est un résultat constructif avec des méthodes de hiérarchie. Et puis je voudrais citer aussi un résultat assez récent de... J'ai des petits soucis avec ce pointeur, de Benedicteur, Porta, Chiara Safierio et Benjamin Schlein. C'est un préprint sur archive qui date de l'an dernier. Voilà. Alors, donc, si j'essaie de résumer tout ça avec un petit diagramme, hein, donc, vous voyez, vous avez ici l'équation de Schrödinger à n corps. Les flèches horizontales représentent les limites à grand nombre de particules, et puis les flèches verticales correspondent à des limites semi-classiques pour lesquelles h bar tend vers 0. Hein. Et puis, ce à quoi on va s'intéresser aujourd'hui, c'est surtout la flèche diagonale en rouge. Décidément, ce truc ne marche pas du tout. Bon, c'est pas grave, on va s'en passer. Donc, c'est la flèche diagonale qui vous emmène de Schrödinger à Vlasov. Alors, je devrais dire aussi que, en ce qui concerne l'uniformité en h bar de la limite de champ moyen, c'est un problème que j'ai regardé récemment avec Clément Mouot et Thierry Paul, par, disons, une technique assez voisine de celle que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc, d'une certaine manière, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une suite de ce travail, et c'est quelque chose que j'ai fait avec Thierry Paul, qui est un préprint sur archive. Bien, alors, bon, alors évidemment, le premier point, hein, c'est essayer de définir un moyen permettant de quantifier une approximation de Schrödinger à n corps par Vlasov.
Et pour ça, la première chose, c'est d'essayer de définir une notion de distance ou de métrique, de norme, qui soit adaptée à ce genre de problème. Bien, alors, comment ça se passe? Alors déjà, je ne vais pas vraiment partir de l'équation de Schrödinger à n-corps, mais plutôt de l'équation pour les opérateurs, pour les matrices densité, pour les opérateurs densité, alors qui s'appelle, alors je ne sais pas s'il faut l'appeler l'équation de Heisenberg ou de von Neumann. Un jour, Thierry Paul est rentré dans des explications très détaillées sur ce sujet, mais je dois bien avouer que je n'y ai pas compris grand-chose. Bon, alors c'est soit Heisenberg, soit von Neumann, à votre choix. De quoi il s'agit? C'est vraiment de l'équation qui vous dit que IH bar d sur dt de ρ, qui est l'opérateur densité du système que vous considérez, est égal au commutateur de H, qui est l'énergie, donc c'est l'hamiltonien, avec ρ. Et là-dedans, H, c'est un opérateur auto-adjoint, non borné en général, parce qu'il y a un Laplacien dedans. Et puis, donc ici, il y a la notation standard pour les commutateurs. Et les matrices densité, les opérateurs densité, ça va être des opérateurs auto-adjoints positifs sur un espèce de Hilbert H, qui va être L2 de R à la puissance D. Et puis, vous demandez que la trace de ρ soit égale à 1. Et ces conditions-là, on les résume en disant que ρ appartient à D de H. Donc D de H, c'est l'ensemble des opérateurs densité sur H. Bien, donc ça, voilà pour le cadre de la dynamique quantique. Pour ce qui est de la mécanique classique, on va regarder l'équation de Liouville. Donc l'équation de Liouville, c'est une équation qui s'écrit, c'est une équation de transport dans l'espace des phases. Donc vous avez F qui est une densité, une fonction qui dépend de Tx xi, c'est la densité de particules qui, à l'instant T, se trouve au point X avec l'impulsion xi, positif ou nul. Vous demandez que ce soit une densité de probabilité, donc si vous intégrez sur l'espace des phases, ça fait 1. Et puis, l'équation de Liouville, ça consiste à dire que d rond f sur d rond t, c'est le crochet de Poisson de H avec f. H, maintenant, c'est plus un opérateur, mais une fonction de x et de xi à valeur réelle. Et le crochet de Poisson est donné par la formule habituelle que vous trouvez ici. Donc, vous trouvez que si h, c'est 1/2 de xi carré plus v de x, vous retrouvez l'équation de Liouville classique, de la mécanique classique à un corps, dont les caractéristiques, évidemment, sont les solutions de l'équation de Newton. Bien, alors maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est mettre en place un outil qui va permettre de comparer des densités quantiques et des densités classiques. Alors, il y a plusieurs choses auxquelles on peut penser pour réaliser ça, mais toutes les choses auxquelles on peut penser ont quelques menus inconvénients que je vais rappeler. Alors, le premier truc auquel on peut penser, quand on veut approcher de la dynamique classique par la dynamique quantique ou vice-versa, c'est de faire un ansatz de type WKB, ou alors bon, c'est soit WKB, soit des superpositions d'états cohérents qui sont pilotés par la dynamique classique, et ces gens-là produisent des approximations de la solution de l'équation de Schrödinger, qui sont en général locales en temps dans le cas de WKB, parce que vous avez des soucis de caustique ou Dieu sait trop quoi. Et puis, le problème, évidemment, c'est que vous n'avez pas des solutions exactes de l'équation de Schrödinger en général. Vous avez des équations, vous avez des solutions avec des termes sources dans l'équation de Schrödinger. Et ça, dans l'équation de Schrödinger, l'équation de von Neumann, et ça, ces termes sources sont gênants. Alors, bon, une autre façon de faire les choses, c'est de se dire, on peut également, au lieu de partir d'un objet classique et d'essayer de le relever pour avoir une dynamique au niveau de Schrödinger, ce que vous pouvez faire, c'est partir de la transformée de Wigner de la densité quantique, qui est définie par la formule qui est écrite ici. Cette transformée de Wigner, elle satisfait une équation de type équation de transport, mais le souci, c'est qu'en général, même si ρ est un opérateur positif, sa transformée de Wigner n'a pas de signe. C'est une brave fonction de x et de xi, mais en général, ça n'a pas de signe. Bon, et puis alors, vous pouvez dire, on peut se dire qu'il y a une dernière manière de procéder qui consiste à modifier cette
transformée de Wigner en la rendant positive par un algorithme bien connu qui s'appelle la transformation de Houssimi, qui consiste à laisser agir sur la transformée de Wigner le flot de la chaleur en x ex i au temps h bar sur 4. Alors si vous faites ça, vous trouvez quelque chose qui est positif ou nul. Et alors ça, cette transformée de Houssimi, sous l'hypothèse que ρ satisfait l'équation de von Neumann, ça suit bien une équation de type transport, mais c'est une équation de type transport assez désagréable à écrire et qui en particulier met en jeu l'extension complexe du potentiel. Donc c'est quelque chose qui va être gourmand en régularité sur le potentiel. Bon, donc tous ces trois pistes-là n'ont pas l'air d'être très agréables pour faire une démonstration, pour essayer de faire une démonstration à la Dobrouchine, parce que démonstration à la Dobrouchine, ça met en jeu des distances de transport optimales, et l'un des premiers principes de ce genre de choses, c'est qu'il faut éviter des équations de transport avec des termes sources. Hein. Voilà, donc rien de tout ça n'a l'air très appétissant, donc on va essayer de faire autre chose, qui est de se dire qu'après tout, puisque on ne peut pas essayer de transposer l'objet classique dans le monde quantique ou vice-versa, eh ben on va se dire qu'on va les laisser chacun dans leur monde, et puis on va essayer de fabriquer quelque chose qui ressemble à une distance, mais entre un objet classique et un objet quantique. Alors, pour faire ça, l'idée, ça va être de mesurer la distance entre l'objet quantique et l'objet qui suit la dynamique classique par une distance de genre, de type Monge-Kantorowicz. Alors, pour définir des distances de type Monge-Kantorowicz, la première chose à faire, c'est de définir des couplages entre les deux mesures de probabilité que vous voulez comparer. Alors ici, vous voulez comparer une densité de probabilité sur RD croix RD, qui va évoluer par une équation de Vlasov, de Liouville ou tout ce que vous voudrez, et puis un opérateur densité quantique qui va être un opérateur sur un espace de Hilbert. Alors, comment vous définissez une notion de couplage pour ces deux objets ? Vous allez dire qu'un couplage d'une matrice densité sur H et d'une densité de probabilité sur l'espace des phases, c'est une fonction de x et de xi à valeur dans les opérateurs sur H, et vous demandez que ce soit à valeur dans les opérateurs auto-adjoints. Donc, vous avez une fonction qui a x et xi associe un opérateur auto-adjoint. Donc Q de x xi égale Q de x xi étoile, et opérateur auto-adjoint, donc vous demandez qu'il soit positif ou nul. Et puis, vous allez copier la définition du couplage, à savoir que la première marginale, vous demandez que ce soit P, et que la deuxième marginale, vous demandez que ce soit ρ. Donc, vous allez dire que si vous intégrez sur les variables quantiques, ce qui veut dire que vous prenez la trace de l'opérateur Q de x et de xi, vous devez trouver P de x et de xi. Et en revanche, vous demandez que lorsque vous intégrez Q de x et de xi en x et en xi, vous trouviez l'opérateur ρ. Bon, et puis l'ensemble de tous les couplages de ce genre, vous le notez C de ρp, et on va travailler avec ça. Puis maintenant, on introduit une pseudo-distance. Alors, une pseudo-distance parce que les distances, en général, c'est défini entre objets du même genre. Et la pseudo-distance que vous fabriquez, c'est que vous introduisez une fonction Q, alors C de x et de xi. Alors, quand vous construisez les distances de Monge-Kantorowicz, vous avez une fonction de Q entre deux points, des deux copies de l'espace sur lequel les probabilités dont vous voulez mesurer la distance sont définies. Bon, alors ici, vous avez un point dans l'espace des phases x et xi. Et puis, vous avez la variable quantique y. Et donc, la fonction Q que vous allez prendre, c'est une fonction à valeur dans les opérateurs qui est x moins y au carré. Alors ça, vous le voyez comme opérateur de multiplication en la variable y, plus module au carré de xi plus IH bar gradient y. D'accord ? Et parce que le module au carré, à nouveau, vous voyez ça comme un opérateur en y, et vous dites que le module au carré, c'est l'opérateur adjoint fois l'opérateur. Okay ?
Bien, et puis maintenant, vous définissez votre pseudo-distance par la même prescription que celle de la distance de Monge-Kantorowicz quadratique, c'est-à-dire vous définissez E h bar de P et de ρ comme étant l'infimum sur l'ensemble de tous les couplages de P et de ρ de l'intégrale par rapport aux variables classiques x et xi de la trace qui joue le rôle de l'intégrale par rapport à y et à gradient y, si j'ose dire, donc à la trace de ch bar de x et de xi fois q. Alors évidemment, hein, dans cette affaire-là, l'opérateur qui est sous la trace, ce n'est pas forcément un opérateur à trace, mais ce que j'entends par la trace de ch bar fois q, il faut imaginer que q, comme c'est un opérateur positif, vous pouvez mettre une racine carrée après le ch bar, une racine carrée avant, et donc là vous avez un opérateur qui est positif, et pour lequel la trace, elle est éventuellement infinie, mais en tout cas, c'est la trace d'un opérateur positif, vous pouvez toujours l'écrire, c'est comme l'intégrale des fonctions mesurables positives, ça a toujours un sens. Bien, donc avec ça, vous avez un objet dont vous imaginez que ça va jouer le rôle d'une distance entre des objets classiques ou des objets quantiques. Alors, j'ai rappelé sur ce transparent la façon dont on construit les distances de Wasserstein, de Monge-Kantorowicz, alors je ne sais pas vraiment comment il faut les appeler. Si on écoute Yann Brenier, il faut les appeler Monge-Kantorowicz. Bon, enfin, ce n'est pas la terminologie. Terminologie courante, c'est plutôt celle de la distance de Wasserstein. Et donc, vous voyez qu'elles sont définies en termes de couplage entre deux mesures de proba mu et nu ayant un moment d'ordre P sur Rd. Hein, donc, j'ai défini les couplages entre ces deux mesures de probabilité par la condition sur les marginales. Et puis, vous définissez la distance entre mu et nu comme étant l'inf de la distance euclidienne à la puissance P que vous intégrez sur tous les couplages. Et vous mettez tout ça à la puissance 1 sur P. Donc, ce qu'on a fait dans la définition de EH bar, hein, bien sûr, c'est de copier la définition de la distance de Monge-Kantorowicz, mais quadratique. Alors pourquoi quadratique? Parce que quadratique, ça va mieux marcher quand on va faire des calculs avec la dynamique quantique. Bien, et puis alors il y a l'intérêt de ces distances, bien sûr, c'est que les distances de Monge-Kantorowicz, c'est qu'elles mettent une métrique elles maîtrisent la topologie de la convergence faible sur les mesures de proba avec un pème moment sur Rd. Bien, alors maintenant, quand même, c'est très bien, on a défini un nouvel objet ici, mais il faudrait quand même voir que cet objet qu'on a défini, il se comporte raisonnablement et qu'il se compare bien à des choses qui ressemblent quand même à des distances qu'on a envie de considérer sur des objets déjà connus. Alors pour faire ça, on va quand même regarder ce qui se passe si on calcule ce genre de distance. Alors, sur des opérateurs, alors ça ne va pas marcher, on ne sait pas complètement comparer avec n'importe quel type d'opérateur, mais il y a une classe d'opérateurs pour lesquels on sait comparer ça assez agréablement à des distances de Monge-Kantorowicz, qui sont les opérateurs de Toeplitz. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, si je prends Q et P qui sont deux points de Rd, hein, donc j'ai le point de l'espace des phases Q plus IP, et donc à partir de là, je définis une fonction d'onde qui est donnée par cette formule-là. Donc vous voyez, c'est une onde plane dans la direction P, avec une modulation gaussienne de largeur racine de H bar qui est devant. Hein. Bien, donc c'est ça que les gens appellent des états cohérents, des paquets d'ondes. Je ne suis pas très au fait de ces choses-là, mais enfin, bon, c'est une définition classique pour ce genre de choses. Alors, à partir de là, lorsque vous avez ce genre de fonction d'onde, ce que vous pouvez faire, c'est vous prenez la projection orthogonale dans L2 sur une telle fonction d'onde, et puis vous faites des superpositions de telles projections orthogonales avec une mesure mu. Hein. Donc, autrement dit, vous prenez une mesure sur C puissance D, et puis vous fabriquez l'intégrale sur C puissance D de la projection sur votre état cohérent défini par le point Q plus IP égale Z, et puis vous divisez par 1 sur 2 pi h bar à la puissance D. Alors, pourquoi cette normalisation? C'est parce que
avec cette normalisation, lorsque vous prenez l'opérateur qui est associé à la fonction 1, d'accord, ça va faire l'identité. Okay. Alors maintenant, qu'est-ce que sont les propriétés fondamentales de cette définition-là? Eh bien, c'est que là, si vous avez une mesure qui est positive ou nulle, évidemment, l'opérateur que vous fabriquez par cette règle-là, comme c'est une superposition de projections orthogonales, eh c'est un opérateur qui est positif ou nul. Et puis, ce n'est pas très difficile de vérifier que la trace de l'opérateur de symbole mu, avec ça, c'est 1 sur 2 pi h bar d, l'intégrale de mu. D'accord ? Bien, et puis il y a des formules importantes qui relient ces opérateurs de Toeplitz aux transformés de Wigner, aux transformés de Houssimi qui ont été définis précédemment, à savoir la formule utile qui est celle-là, qui vous dit que vous voyez que essentiellement cet opérateur associé à mu, aller de mu à l'opérateur op de mu, c'est la transformation à peu près inverse de Fer-Houssimi, sauf que c'est à peu près inverse, parce que vous voyez, vous avez un flot de la chaleur, autant h bar sur 2 qui doit agir sur mu. Donc, si vous voulez, c'est une transformation qui est à peu près, à h bar près, l'inverse de passer d'un opérateur à sa transformée de Houssimi. Bien, alors pourquoi on s'intéresse aux opérateurs de Toeplitz? C'est parce qu'avec ça, on a des propriétés pour ces opérateurs qui permettent de comparer cette pseudo-distance qui a l'air un peu mystérieuse, telle qu'elle, à des choses que l'on calcule, à des distances, disons, classiques, mais que l'on calcule à partir des symboles de ces opérateurs. Alors, comment ça fonctionne? Donc, si je prends P, une densité de probabilité sur RD croix RD qui a un moment d'ordre 2, alors déjà, la première chose, c'est que la pseudo-distance entre P et ρ, elle est toujours minorée par 1/2 de D fois h bar, où D, c'est la dimension de l'espace où on travaille. D'accord? La distance n'est jamais nulle. Alors ça, c'est déjà une différence avec la distance. Vous me direz, comme les objets ne vivent pas dans le même espace, ils ont assez peu de chances d'être égaux. Donc, mais en tout cas, bon, c'est une pseudo-distance. C'est pas ça. Mais c'est minoré par quelque chose qui est évidemment petit avec h bar. Et le fait que ce soit minoré comme ça, on peut voir d'une certaine manière que c'est une traduction du principe d'incertitude. Parce que, vous voyez, votre fonction Q, là, elle a quand même quelque chose à voir avec un oscillateur harmonique dans la variable y. Donc, bon, le fait qu'on trouve 1/2 de dh bar ici, minorant eh bar, n'est pas une grosse surprise. Alors ensuite, le premier point, c'est que si vous prenez une mesure de proba sur RD croix RD et que vous voulez comparer votre mesure, votre densité de proba P avec l'opérateur qui est construit sur votre mesure de proba mu, eh bien, la pseudo-distance que vous trouvez a quelque chose qui est d'ordre h bar près, c'est contrôlé par la distance de Monge-Kantorowicz quadratique. D'accord? Donc, autrement dit, ça, vous avez une majoration qui vous dit que cette pseudo-distance un peu mystérieuse, eh bien, elle est majorée par une brave distance de Monge-Kantorowicz. Alors, il faut mettre des carrés. Voilà, la brave distance de Monge-Kantorowicz au carré entre P et le symbole de l'opérateur. Bon. Plus quelque chose qui est d'ordre h bar. Et puis, inversement, si vous prenez une matrice densité quelconque sur H, eh bien, le carré de la pseudo-distance entre P et ρ, c'est minoré par la distance de Monge-Kantorowicz entre P et la fonction de Houssimi de ρ au carré, alors toujours à un terme d'ordre h bar près. Et en particulier, vous voyez que si vous avez une famille de matrices densité sur votre espace de Hilbert, et puis si vous supposez que la suite de ces transformés de Wigner converge vers une mesure mu au sens des distributions tempérées, eh bien, vous voyez que la liminf de ces pseudo-distances, indexées par h bar, eh bien, ça contrôle la distance de Monge-Kantorowicz entre P et mu. Autrement dit, si on arrive à faire rentrer ce genre de quantité dans la dynamique classique et quantique
simultanément. Hein. On peut espérer, en utilisant les inégalités 2 et 3 qui sont ici, pouvoir comparer à chaque instant t, avoir une information sur la distance de Monge-Kantorowicz à chaque instant t entre la solution de votre équation classique, savoir Vlasov, et la transformée de Houssimi de l'objet quantique. D'accord ? Bon, alors après, il ne reste plus évidemment qu'à vérifier que cet objet-là va se propager agréablement, et c'est ce que je vais essayer de vous raconter maintenant. Bien, donc, alors, avec ce genre d'outils, vous pouvez regarder des limites de champ moyen couplées à des limites semi-classiques, vous pouvez regarder des limites semi-classiques indépendamment hein, aussi. Vous n'êtes pas obligé de regarder à la fois la limite de champ moyen et la limite semi-classique. Alors regardons déjà pour voir comment ça fonctionne. Ce qui se passe si j'essaie de quantifier rendre quantitatif par cette pseudo-distance la limite semi-classique de l'équation de Hartree vers l'équation de Vlasov. Bon, alors, donc, je pars de l'équation de Hartree pour les matrices densité, qui est écrite en haut du transparent. Donc, vous voyez, c'est une équation qui ressemble à une équation de von Neumann ou de Heisenberg, comme on voudrait l'appeler, à ceci près que le hamiltonien qui fait avancer ρ, c'est un hamiltonien de champ moyen, au sens où le potentiel qui accélère ρ, c'est le produit de convolution du potentiel avec la densité qui est le noyau intégral de ρ restreint à la diagonale. Hein. Bien, donc vous avez un potentiel de champ moyen, vous avez une équation qui est l'équation de Hartree agissant sur ρ. Et puis vous regardez en même temps l'équation de Vlasov pour f de tx xi que j'ai écrite ici. Et là, l'équation de Vlasov, à nouveau, vous avez un potentiel de champ moyen hein, vous avez, qui est défini comme le produit de convolution en la variable d'espace de V avec la densité macroscopique définie à partir de f, qui est donc l'intégrale de f d'xi. Bien, alors maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la pseudo-distance entre l'objet classique et l'objet quantique et comment il se propage? Tout ça, c'est résumé dans le théorème qui est écrit ici, à savoir que si vous supposez que votre potentiel, c'est une fonction paire à valeur réelle et à gradient Lipschitz sur RD, si vous partez d'une donnée initiale pour l'équation de Vlasov qui a un moment d'ordre 2, et puis que vous regardez une matrice densité pour l'équation de Hartree avec une donnée initiale qui est une matrice densité sur L2 de RD, vous vérifiez sans trop de difficulté que la pseudo-distance à l'instant t entre la solution de Vlasov et la solution de Hartree, ça c'est contrôlé par une exponentielle de lambda t fois la même quantité initialement, où lambda, c'est une constante qui fait intervenir la constante de Lipschitz de gradient V. Et puis, évidemment, lorsque dans cette information-là, vous rentrez le fait que, par exemple, la donnée initiale sur votre équation, sur votre dynamique quantique, si vous prenez comme donnée initiale un opérateur de Toeplitz de symbole 2πh bar d mu in, eh bien, vous avez, en utilisant les parties 2 et 3 du théorème A, vous avez une information qui vous dit que la distance de Monge-Kantorowicz entre la solution de Vlasov à l'instant t et la transformée de Houssimi de la solution quantique à l'instant t, ça c'est contrôlé par exponentielle de lambda t. La distance de Monge-Kantorowicz au carré entre la donnée initiale de Vlasov et le symbole de la donnée initiale de l'objet quantique, et puis quelque chose qui est d'ordre h bar. Hein. Donc vous avez deux erreurs d'ordre h bar. Il y en a une qui vient de la donnée initiale, puis l'autre qui vient de la minoration de la pseudo-distance. Bon, alors, vous pouvez regarder, vous pouvez maintenant regarder comment cette limite, vous voyez, cet objet, cette pseudo-distance vous permet de quantifier la limite semi-classique de Hartree.
pouvez regarder comment ça se passe sur la limite semi-classique du problème à n corps, et vous pouvez vérifier que, en fait, vous allez avoir quelque chose qui est uniforme par rapport à grand N. Hein. Donc, si vous regardez l'équation de von Neumann à n corps qui est écrite ici, hein, alors maintenant, le Hamiltonien à n corps, c'est la somme sur tous les J qui sont les indices correspondant au numéro des particules. Hein, vous avez n particules, donc vous avez la somme des énergies cinétiques pour chacune des particules, et puis vous avez 1 sur n fois la somme des interactions entre la particule à la position YJ et la particule à la position YK. Bon, ça c'est votre Hamiltonien. Vous écrivez à partir de là l'équation de von Neumann pour une matrice densité qui vit sur L2 de Rd à la puissance n. Vous pouvez voir comme le produit tensoriel nième de L2 de Rd. Et donc vous voulez comparer le ρ nh bar, qui est la solution de cette équation de von Neumann, avec la solution de l'équation de Liouville à n corps que j'ai rappelée ici. Bon, et là, à nouveau, votre distance EH bar va se propager agréablement, mais alors, il faut évidemment tenir compte des symétries du problème. Alors, quelques mots sur les symétries. Comme on a affaire à des particules qui sont indistinguables, donc ça, c'est un transparent où je vais essentiellement présenter des notations. Hein. Donc, si j'ai un n-uplet de position, je vais noter sigma.xn les positions qui sont échangées par une permutation des indices. Hein, et puis, donc, je regarde le n-uplet des positions grand xn, le n-uplet des impulsions grand xn. Et puis, je vais demander que la densité de probabilité pour le problème à n corps que je considère, elle soit symétrique au sens où si la même permutation échange le n-uplet de position et d'impulsion, eh bien, ma densité de probabilité est invariante. D'accord ? Et puis, j'ai une définition du même genre pour le problème quantique qui consiste à dire que si je conjugue ρ nh bar, qui est la matrice densité à l'instant t, par U sigma, qui est l'opérateur unitaire représentant la permutation sigma des indices sur les fonctions d'onde, hein, telles que définies ici. Donc, eh bien, le ρ nh bar de t, il est invariant par conjugaison par l'opérateur U sigma. Bon, alors avec ça, on peut, à partir de là, définir une notion de marginale pour les objets classiques aussi bien que pour les objets quantiques. Alors, pour les objets classiques, si vous avez une fonction à n corps, hein, qui est symétrique, sa km marginale, vous la définissez en moyennant votre densité de probabilité de xn et de xn par rapport au n-k variables dans l'espace des phases. Donc vous intégrez par rapport à xk plus 1, xik plus 1, etc., xn, xin. Et puis vous faites la même opération pour l'objet quantique, mais là vous remplacez l'intégrale par une trace. Et donc, la façon de le définir, c'est que si je vous donne un opérateur A borné sur le produit tensoriel Km de H, la puissance tensorielle Km de H, vous allez définir une marginale à K corps, ρ n k, par le fait que la trace dans HK de A fois ρ n k, c'est la trace dans Hn de A complétée avec l'identité sur les n-k variables manquantes fois ρ n. D'accord ? Donc, à partir de là, vous avez une notion de marginale qui fonctionne aussi bien dans le monde quantique que dans le monde classique. Et puis, vous pouvez énoncer un théorème qui va vous dire que vous avez que la limite semi-classique du problème à n corps quantique vers le problème à n corps classique est uniforme par rapport à grand N. Et l'énoncé, alors sous l'hypothèse que V, toujours, c'est une fonction paire qui est de gradient Lipschitz continu. Hein, donc, si vous démarrez avec une matrice densité qui est symétrique pour l'équation quantique à n corps, et une densité de probabilité qui est symétrique pour l'équation classique, à un moment d'ordre 2, eh bien, vous voyez que lorsque vous propagez ρn par l'équation de von Neumann et Fn par l'équation de Liouville, vous allez trouver qu'à l'instant t,
la pseudo-distance entre la première marginale de l'objet classique et la première marginale de l'objet quantique, c'est contrôlé par 1 sur n fois la pseudo-distance entre l'objet classique et l'objet quantique initialement, fois le facteur exponentiel de lambda t, où lambda, c'est à nouveau le même paramètre qui est donné en fonction de la constante de Lipschitz de gradient V. Et de nouveau, lorsque vous prenez des conditions initiales qui sont des opérateurs de Toeplitz, eh bien, vous avez une estimation sur les marginales que vous pouvez traduire en termes de distance de Monge-Kantorowicz entre l'objet classique et les transformés de Houssimi des objets quantiques. Bien, alors, OK. Donc maintenant, venons-en à ce qui se passe dans le cas où vous mélangez à la fois la limite semi-classique et la limite de champ moyen. Juste une question sur le théorème précédent. Bon, OK, on est en interaction faible, c'est normal, c'est du champ moyen. Mais les statistiques quantiques sont bosoniques, là. Alors, si c'est harmonique, tu as quand même des opérateurs de densité qui sont symétriques. Oui. Mais la reconstruction que tu fais de mélange d'états cohérents, je ne suis pas sûr qu'elle soit cohérente avec les fermions. Non, ne l'est pas. Oui, d'ailleurs, même ces histoires de statistiques c'est pas si clair que ça parce que. De toute façon, il y a un gros problème si on voulait faire ça. Bien sûr. Il y a un gros problème, mais ce n'est pas uniquement mathématique, c'est le principe d'exclusion entraîne en particulier des annulations sur toutes les diagonales. Bien sûr. Qui pose non, mais ça c'est pas fait pour fonctionner, avec les fermions. Et d'ailleurs, oui, même avec les bosons, le fait de raisonner avec des opérateurs de Toeplitz n'est pas sans poser problème. Hein. Ça rigidifie pas mal le truc. Mais bon, de toute façon, comme on est en train de regarder aussi une limite semi-classique, bon, ces questions de statistiques, bon, dans la limite semi-classique, les fermions, la partie, la statistique disparaît, la partie spin, on la voit plus dans le monde classique. Hein. Bon, alors, donc maintenant, en ce qui concerne le théorème principal, le résultat principal dont je vais vous parler, à savoir le fait de passer de l'équation de von Neumann à n-corps à Vlasov. Alors, comment ça se passe? Vous prenez une condition initiale pour Vlasov qui a une densité de probabilité avec un moment d'ordre 2. Vous prenez une matrice densité symétrique sur Hn. Et puis, vous allez vouloir comparer la pseudo-distance entre l'objet classique à l'instant t, la densité classique à l'instant t, et la première marginale de la densité quantique à l'instant t. Eh bien, cette chose-là, vous allez voir que c'est majoré. Alors là, je crois qu'il manque des carrés. Vous voudrez bien m'excuser. Là, il y a des carrés, les carrés qui répondent à ça. D'ailleurs, ça c'est juste, mais le truc précédent, il manque des carrés sur les pseudo-distances. Donc la pseudo-distance au carré entre f de t et ρh bar n1 à l'instant t, c'est contrôlé par la pseudo-distance entre les états initiaux amplifiés par exponentielle de gamma t, où gamma est donné en fonction de la constante de Lipschitz de gradient V par cette formule. Et puis, vous avez un terme en 1 sur n qui est également amplifié exponentiellement, terme en 1 sur n, si vous voulez, qui lui, est la trace de la limite de champ moyen. Donc, si vous voulez, ces termes d'amplification exponentielle de la distance, de la pseudo-distance, ça, c'est des choses que vous trouvez naturellement qui sont héritées de la limite semi-classique. Et puis, il y a la partie limite de champ moyen qui vous contribue le truc en 1 sur n aux membres de droite. Alors, en particulier, vous voyez que si vous partez avec une condition initiale qui est, disons, la mieux adaptée au problème classique qui est donné par cette formule-là, qui est l'opérateur de Toeplitz construit sur le produit tensoriel
des affines, eh ben, c'est assez facile de voir que l'estimation sur la pseudo-distance ci-dessus, ça va vous dire que la distance de Monge-Kantorowicz entre la solution de Vlasov à l'instant t et la transformée de Houssimi de la première marginale de la densité quantique à l'instant t, ben ça c'est contrôlé par la somme de deux termes. Donc il y a un terme qui est d'ordre h bar amplifié exponentiellement, et puis un autre terme qui est en 1 sur grand N, qui est lui aussi amplifié exponentiellement. Bon, alors, une petite remarque avant d'aller plus loin. Évidemment, un énoncé comme ça n'est pas intéressant à h bar fixé, hein, parce que si vous prenez h bar fixé, vous avez ce terme-là dont vous ne pouvez pas vous débarrasser. Donc ce genre de distance, ça n'est intéressant que lorsque vous faites à la fois h bar tendant vers 0 et n tendant vers l'infini. Hein. Bien, donc bon, il faut garder ça à l'esprit. Bon, alors quelques idées de comment fonctionne la démonstration de ce genre d'inégalité. Premier point, c'est que si vous connaissez un petit peu la manière dont fonctionne le résultat de Dobrouchine, le résultat de Dobrouchine, a priori, ça ne paraît pas très encourageant de vouloir l'adapter au cas quantique, parce que le résultat de Dobrouchine, c'est une formulation lagrangienne. Le résultat de Dobrouchine, il est fabriqué à partir des trajectoires de particules, et les trajectoires de particules, dans le monde quantique, ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de considérer. D'accord ? Donc, il y a première partie du travail, c'est de se dire qu'au fond, la démonstration de Dobrouchine, il faut l'écrire d'une autre manière parce que, telle qu'elle est écrite, ce n'est pas quelque chose qu'on peut espérer adapter de manière simple au monde quantique. Il y a quelque chose de plus embêtant d'ailleurs pour ça, c'est que la démonstration de Dobrouchine, en fait, ce qu'elle dit, ce qu'elle quantifie, c'est la dépendance continue de la solution de l'équation de champ moyen, c'est-à-dire l'équation de Vlasov, par rapport à la condition initiale, sachant que pour l'équation de Vlasov classique, c'est équivalent de dire que vous avez un n-uplet de points dans l'espace des phases qui suit la dynamique à n corps de la mécanique classique, et de dire que la mesure empirique qui est construite sur ce n-uplet de points est une solution au sens des distributions de l'équation de Vlasov. Bon, or, ce qui est fort gênant dans tout ça, c'est qu'il n'existe pas, en tout cas, il n'existe pas à ma connaissance, d'objets analogues à la mesure empirique dans le monde quantique. Alors évidemment, dans le monde quantique, on peut toujours essayer de fabriquer des objets qui ressemblent à des mesures empiriques, mais vous voyez que ce qui est crucial dans la démonstration de Dobrouchine, ce serait un objet qui ressemble à la mesure empirique, et qui ensuite, en plus de ressembler à la mesure empirique, évolue par la dynamique de champ moyen. Donc il faudrait un objet qui soit comme une mesure empirique, quantique, mais qui évolue par l'équation de Hartree. Donc ça, apparemment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tellement espérer dans le monde quantique. Bon, donc pour toutes ces raisons, il est souhaitable de procéder autrement, hein, de définir, de reconstruire la démonstration de Dobrouchine d'une autre manière. Et bon, c'est peut-être ce que je vais essayer d'expliquer là. Donc l'idée, c'est qu'au lieu de regarder la démonstration de Dobrouchine d'un point de vue lagrangien, on va essayer de l'écrire d'un point de vue eulérien avec des équations de transport dont on peut espérer qu'elles ont un analogue quantique. Alors comment ça fonctionne? Donc si je prends une densité de probabilité symétrique classique avec n particules, et puis je prends une matrice densité symétrique sur Hn, donc je vais dire qu'un couplage Qn de Fn et de ρn, on a vu ce que c'était que les couplages, hein, je vais dire qu'il est symétrique si lorsque je fais en même temps agir une permutation sur xn et sur xn et que en même temps l'opérateur que j'obtiens comme ça, je le conjugue par u sigma, je retrouve la même chose, je retrouve mon Qn de xn et de xn. D'accord ? Il demande que ce soit vrai pour toutes les permutations.
Alors, ce que je dis, c'est qu'à partir d'une donnée initiale qui va être un couplage symétrique entre ρ n h bar in, qui est ma matrice densité initiale, et le produit tensoriel nième de la condition initiale de Vlasov, eh bien, donc ça, je vois ça comme une condition initiale pour une grosse équation de transport que j'ai écrite ici. Alors, vous voyez, cette équation de transport, c'est du transport à la fois dans le monde classique et dans le monde quantique. Vous avez un d sur dt de QNH bar, vous avez la somme des Hamiltoniens classiques sur chacune des variables séparément qui agit par le crochet de Poisson classique sur QNH bar. Donc ça vous remue, ça fait une dynamique sur les variables classiques. Et puis, vous ajoutez I sur H bar, le commutateur de l'Hamiltonien quantique avec QNH bar, mais qui sont là, si vous voulez, le commutateur, c'est sur l'espace des valeurs de QNH bar qui est un opérateur. D'accord ? Donc ça, si vous voulez, ça c'est un opérateur qui est paramétré par les xn et les xn. Donc ça, c'est une grosse équation de transport, à la fois classique et quantique, si vous voulez. Vous êtes en train de coupler n particules classiques et n particules quantiques que vous faites évoluer simultanément, de manière jointe. D'accord ? Avec, alors là-dedans, la manière dont vous faites avancer, dont vous définissez le mouvement classique, évidemment, c'est avec le Hamiltonien de champ moyen qui est construit sur F, solution de Vlasov. Hein. Et la dynamique quantique, elle est définie comme d'habitude. Hein. Bien. Bon, alors à partir de là, c'est assez facile de voir que pour tout temps, si vous prenez les marginales par rapport aux variables classiques ou si vous prenez la trace sur l'objet quantique, ce n'est pas très compliqué de voir qu'à tout temps, la solution de cette équation-là, hein, ça vous donne un couplage entre f de t tans n et ρ n h bar de t. Si vous voulez, c'est une conséquence de l'unicité pour la solution de l'équation de Liouville d'une part et pour la solution de l'équation de Vlasov d'autre part. Bon, et puis maintenant, eh bien, contrôler la pseudo-distance entre la première marginale, entre les marginales successives d'ailleurs, de l'objet quantique et les puissances sensorielles de la solution de Vlasov, ça se fait tout simplement en prenant des moments de votre solution de l'équation de transport, de la grosse équation de transport que vous avez écrite. Hein. Et donc ça, on peut espérer que ce soit raisonnablement facile à faire. Hein. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fabrique la quantité d de t qui est écrite ici, dont vous intégrez sur tout le monde, sur tous les x et sur tous les xi. Vous prenez la trace sur Hn, et puis vous prenez la somme sur tous les k, qui en fait s'appelle J, hein, pardonnez-moi, c'est somme de J égale 1 jusqu'à n, des fonctions coûts, xj, xij, yj, gradient yj, agissant sur qnh bar de t, et cet objet d de t, vous allez essayer de contrôler son évolution. Alors déjà, une première chose, hein, c'est que comme QNH bar est symétrique, vous voyez qu'en fait, prendre la trace pour chacun des J, vous allez trouver la même chose, et donc en réalité, vous pouvez vous ramener à prendre la trace sur simplement J égale 1, enlever le 1 sur n. Hein, et donc, en fait, vous voyez que cette quantité, elle est définie sur la première marginale de QNH bar à l'instant t. Donc, cette quantité ne fait intervenir que la première marginale de QNH bar à l'instant t du couplage. Et comme quand vous prenez la première marginale du couplage, c'est un couplage entre les premières marginales des objets classiques et quantiques, ben ça vous dit tout de suite que cette quantité, elle domine la pseudo-distance entre f de t et ρ nh bar 1 de t. Bon, alors maintenant, voyons ce qui se passe quand on la propage. Alors, quand on la propage, je prends l'équation pour QNH bar que je vous ai montré tout à l'heure, je multiplie chacun des côtés de cette équation par la fonction coût, et j'intègre par partie. Alors, j'intègre par partie lorsque j'ai des variables classiques, et puis je dis que la trace d'un commutateur est nulle lorsque je suis sur les opérateurs. Et c'est avec tout ça, c'est assez facile de voir que des points, donc la dérivée en temps de d, d'une part, ça va vous donner,
décidément il ne veut pas. L'intégrale de la trace de l'hamiltonien de champ moyen classique en crochet de poisson avec CH bar de x1, xi1, y1. Donc, prenez la trace contre QNH bar 1. Vous avez ensuite la même opération que vous faites sur l'énergie cinétique sur la variable quantique y1, donc vous prenez maintenant le commutateur avec CH bar. Et puis vous avez le terme d'interaction dans l'équation quantique qui, lorsque vous utilisez les symétries, vous fait sortir le commutateur entre l'opérateur de multiplication par V de y1 moins y2, vu comme fonction de deux variables, avec CH bar de x1, xi1, y1. Et là, à nouveau, vous avez utilisé les symétries, vous retrouvez le facteur n-1 sur n, et le tout est intégré contre QNH bar 2. Maintenant, vous intégrez en x2, xi2. Alors, pourquoi vous avez une marginale à deux corps ici? C'est parce que vous avez les deux variables y1 et y2. Et le n-1 sur n, si vous voulez, c'est le même facteur que vous retrouvez quand vous écrivez la première équation de BBGKY pour ce problème à n corps. Hein. Voilà, donc vous avez utilisé à fond là-dedans, pour réduire la chose de cette manière, que QNH bar, c'est un couplage qui est symétrique à tous les instants. Bon, et puis, alors maintenant, il faut étudier tous ces termes-là. Alors, il y a des termes qui se comportent très agréablement, qui sont ceux où vous prenez le commutateur entre le Laplacien en Y et CH bar, et de la même manière, ceux où vous prenez le crochet de poisson entre xi carré et CH bar, parce que ça, en fait, ça vous fait sortir des choses qui sont de la forme x1, le produit scalaire de x1 moins y1, scalaire xi1 plus IH bar gradient par rapport à y1, plus le terme commuté dans l'autre sens. Et là, vous utilisez le fait que 2AB c'est inférieur ou égal à A2 plus B2 pour dire que ces termes-là, vous allez tous les contrôler par quelque chose qui est comparable à D. Hein, d'accord ? Donc vous avez un D point qui est majoré par D, plus des choses qui sont des termes d'interaction qui sont écrits ici. D'accord ? Donc vous avez ici un terme d'interaction qui provient de la partie classique de la dynamique, et puis vous avez un autre terme d'interaction qui, lui, provient de la partie quantique de la dynamique. D'accord ? Bien. Et puis, vous réarrangez un petit peu ces deux termes, et vous voyez qu'en fait, le D point, il est contrôlé par quelque chose qui est d'ordre D, plus quelque chose qui met en jeu uniquement la deuxième marginale de Q, d'accord, avec un produit symétrique entre xi1 plus IH bar gradient y1 et W de x de y2, hein, W est défini ici, et puis quelque chose qui met en jeu à nouveau le QNH bar tout entier avec maintenant la somme, la moyenne en n des potentiels classiques qui sont écrits ici. Je vous rappelle que les variables x, c'est les variables classiques, et les variables y, c'est les variables quantiques. Alors vous voyez qu'en fait, si vous regardez les termes qu'il y a aux membres de droite, alors il y a un premier terme qui est D lui-même, lui, on voit bien ce qu'on va lui faire. Le deuxième terme, vous voyez que d'une certaine manière, c'est un terme qui va dépendre de la stabilité de l'équation, puisque, vous voyez, vous faites la différence entre la même quantité, mais prise dans le monde classique et prise dans le monde quantique. Hein. Et puis, vous avez le dernier terme. Alors, le dernier terme, lui, il est intéressant de remarquer qu'en fait, bon, à part ce premier facteur qui comporte encore y1, le terme qui est ici, lui, ne fait intervenir que les variables classiques. Hein. Bon, alors il faut imaginer que dans cette approximation-là, le premier terme, donc celui qui est ici, ça va être une partie stabilité de l'approximation, et le dernier terme, lui, ça va être une partie plutôt consistance. Alors, comment ça marche ?
Donc, à nouveau, tous les termes comme celui-ci, chaque fois que vous avez l'opérateur xi1 plus IH bar gradient par rapport à y1, dont vous faites le produit avec des termes de potentiel, vous utilisez que AB, c'est majoré par 1 demi de A2 plus B2, ou l'équivalent opérateur de ça, et donc à la fin des fins, vous vous retrouvez avec un D point, dérivé en temps de t, qui est contrôlé par quelque chose d'ordre D, plus quelque chose qui fait intervenir uniquement le W, mais agissant sur la marginale à deux corps de Q2, de Q, et puis quelque chose qui ne fait intervenir que les variables x, mais lorsque vous ne faites intervenir que les variables x, lorsque vous prenez la première marginale de QNH bar, comme c'est un couplage entre le produit tensoriel de la solution de Vlasov et l'objet quantique, ça c'est intégré contre la densité macroscopique classique à la puissance n. D'accord ? Bon, alors le premier terme, lui, vous le majorez, le terme en W de x2, y2, vous le majorez en utilisant la constante de Lipschitz de la force, et puis vous vous retrouvez avec le deuxième terme, qui est un terme source qu'il va falloir estimer. Alors, non, les deux premiers termes, vous les mettez ensemble, c'est quelque chose qui croît proportionnellement à D, et puis le deuxième terme, c'est quelque chose qui a cette tête-là, et puis ce que vous faites maintenant, c'est que lorsque vous vous retrouvez, alors je vous rappelle la formule pour V, la formule pour V, elle est donnée ici, donc vous voyez, en fait, V, qu'est-ce que ça fait? Ça vous donne la différence entre la force de champ moyen, et puis la force entre x1 et x2. D'accord ? Donc, lorsque vous intégrez cet objet par rapport à x2, vous trouvez 0. Donc, ici, il faut penser que lorsque vous allez développer le carré, vous allez avoir les termes diagonaux qui, eux, sont ce qu'ils sont, mais enfin, les termes diagonaux, vous en avez n et vous divisez par n au carré. Et puis, vous avez les termes off-diagonaux qui, eux, s'intègrent en donnant 0. D'accord ? Donc, voilà pourquoi, en fait, dans le terme qui reste ici, vous allez trouver la trace de ces termes diagonaux qui vous donne quelque chose qui est de l'ordre de gradient V dans R infini au carré divisé par grand N. Okay ? Donc, si vous voulez, c'est une espèce de loi des grands nombres du pauvre, puisque vous avez extrait, vous voyez, vous utilisez ces gens-là sont tous de moyenne nulle, et puis vous calculez la norme L2 de cet objet-là, sachant que toutes les variables xk sont tirées avec la même probabilité ρf et de manière indépendante. Bien, donc si vous voulez, c'est une estimation style loi des grands nombres, mais vraiment du pauvre. Il n'y a pas de proba là-dedans, il s'agit simplement de compter les gens qui sont sur la diagonale et qui donnent une contribution non nulle, et les autres qui sont de moyenne nulle. Bien, je vais peut-être, quand même, comme il se fait tard, sauter... bon, disons simplement, avec le même genre d'outils, on peut donner... Une estimation de convergence uniforme pour l'approximation de l'équation de Schrödinger-Hencore par l'équation de Hartree. Mais enfin bon, c'est essentiellement les mêmes idées, donc je ne vais pas insister là-dessus. Et je voudrais conclure avec quelques remarques. Donc, en fait, dans la petite démonstration que je vous ai montrée, comme je vous ai dit, il y a deux points. Il y a d'une part la stabilité et d'autre part la consistance. Ce qui est peut-être pas complètement inutile de remarquer, c'est que en fait, la partie stabilité de l'analyse, en fait, c'est quelque chose que vous voyez au niveau de la première équation de BBGKY et de la première équation uniquement. Vous n'avez pas besoin d'utiliser dans la hiérarchie de BBGKY, pour ceux qui ont l'habitude de manipuler ce genre d'objet. Il y a quelque chose d'un petit peu ennuyeux, c'est qu'en général, vous contrôlez la première marginale en fonction de la seconde en fonction de la troisième en fonction de la quatrième, etc. Et vous avez des estimations qui s'empilent de manière désagréable et pour lesquelles vous êtes obligé, en général, d'avoir recours à des estimations de type Cauchy-Kowalewski.
Alors ici, rien de tel, parce que la définition de la distance fait que, en réalité, les estimations peuvent rester localisées au niveau de la première équation de BBGKY. Vous n'avez pas besoin de la totalité de la hiérarchie. Bon, ça c'est une remarque. Donc, si vous voulez, il y a un effet de localisation en degrés. C'est à cause de la formule qui vous donne cette pseudo-distance qui est une somme de quantités sur les différentes variables. Et puis, bon, il y a la partie consistance de l'analyse qui, elle, au contraire, demande de distribuer l'interaction sur toutes les particules de façon à pouvoir utiliser ce que j'ai baptisé la loi des grands nombres du pauvre, hein, c'est-à-dire ce fait que, en fait, le fait d'avoir distribué l'interaction sur toutes les particules, c'est ça qui vous permet de gagner le 1 sur n dans l'approximation de champ moyen. Ça, en revanche, vous ne pouvez pas le faire en restant au niveau de la première équation de la hiérarchie BBGKY. Donc, si vous voulez, les deux parties de l'analyse fonctionnent un petit peu en utilisant les deux extrêmes de la hiérarchie, si vous voulez. Hein, une partie que vous localisez en degrés et l'autre pour laquelle vous utilisez complètement la symétrie. Voilà, bah, écoutez, je vais vous remercier de votre attention. Merci François.